Vous êtes adjoint de la directrice de la communication de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Bravo. Ouf, ANDRA. Voilà. Ben voilà, ANDRA, c'est un joli sigle, ANDRA, il y a pire. Ouais. Et justement, on va vous demander, tout simplement, Maureen vous demande quel est le rôle de l'agence de l'ANDRA et votre rôle au sein de l'ANDRA. D'accord. Alors l'ANDRA, c'est une agence publique qui dépend donc des gouvernements, en l'occurrence des ministères en charge de l'environnement, de l'industrie et de la recherche, qui est chargée en France de gérer les déchets radioactifs qui sont produits, bien sûr par les centrales nucléaires, mais aussi par toutes les activités qui utilisent la radioactivité. Il y a de l'industrie plus classique, la médecine, la défense. Et comme c'est un sujet vraiment important, le Parlement français, dans les années 90, au tout début des années 90, a considéré que cette mission ne pouvait être donnée qu'à un établissement public. Alors, par la loi, et donc à travers le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on parle de déchets qui sont dangereux pendant des centaines de milliers d'années, voire millions d'années parfois. D'accord ? Donc on voit bien que là, on sort du pas de temps humain et il faut vraiment quelque chose une organisation général, qui se fasse au titre de l'intérêt général et pas au titre d'intérêt particulier. Vous êtes un EPIC. Est-ce que vous n'êtes pas une autorité administrative indépendante ? On est un EPIC. D'accord. Donc établissement public industriel et commercial de l'exécutif. Directement, c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Notre ministre de tutelle principal est Ségolène Royal actuellement en tant que ministre de l'Environnement et de l'Énergie d'ailleurs. D'accord, très bien. Et vous êtes... alors moi, au sein de l'ANDRA, je suis l'adjoint de la directrice de la communication et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne les échanges avec la société, donc ce qu'on peut appeler le dialogue avec les parties prenantes, comment, au-delà des échanges scientifiques et techniques, aussi être en interaction avec la société d'une manière très large. Justement, vous terrorisez pas tout le monde ? Je veux une tête à terroriser tout le monde. Pas non. Vous, l'agence. Non, le sujet est un sujet qui interpelle et on essaie de faire en sorte d'entrer en dialogue avec le plus grand nombre, ce qui n'est pas toujours simple. D'accord. Alors, vous avez participé à une conférence tout à l'heure qui s'appelait « Jusqu'où la parole citoyenne a-t-elle un impact à l'heure du local ?» Donc on vous demande... Qu'entendez-vous par glocal ? Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'entendez. Alors, c'est pas moi qui est à l'origine du mot glocal, mais on entend par glocal, on peut entendre plusieurs choses. Il y a tout d'abord la première logique qui est la logique géographique, c'est-à-dire des enjeux qui relèvent de périmètres géographiques très définis et d'autres qui sont plus généraux. Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs, le glocal, c'est... la partie nationale qui réfléchit à comment on essaie de trouver une solution à ce sujet-là, voire international, puisque la France n'est pas le seul pays concerné. Et puis le local, c'est les gens qui ont à vivre directement avec les installations nucléaires qui produisent des déchets ou avec les installations de stockage des déchets. Et les enjeux, les ambitions de chacun au niveau national ou local sont forcément différentes, même si parfois elles peuvent converger. Ça, c'est la première vision géographique. Et moi, j'ajouterais, dans le cadre des déchets radioactifs et de leur temporalité, une deuxième vision qui est celle de la temporalité aussi. Le local peut s'entendre comme nous sommes les locaux, ceux qui aujourd'hui sont sur la planète, mais nous devons penser aussi à ceux qui seront là demain. Et puis là, à des générations et des générations. Et ça peut nous inviter à réfléchir aussi sur cette notion de local dans ce sens. Très bien. Alors justement, là, dans votre table ronde, on parle aussi de parole citoyenne et ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant avec Chantal Jouanneau. Il y a une question qui nous demande de mesurer la puissance de la parole citoyenne et on va la préciser puisque vous évoluez dans le monde du nucléaire. Chantal Jouanneau disait finalement on n'a jamais demandé aux Français leur avis sur la construction de l'appareil, l'outil nucléaire qu'on a en France. Est-ce que vous pensez que c'est un manque ? Et elle disait, ce qui était intéressant, elle disait, on va pas faire un référendum national parce qu'on sait bien que les référendums, on répond à une question à côté qui est celle de l'acceptation ou non du président de la République en place. Mais en revanche, sur le plan local, ça pourrait être peut-être intéressant de demander aux gens sous forme de référendum si, oui ou non, ils sont d'accord. Alors, sur la construction de centrales, certes, mais aussi sur des structures de stockage. Alors, la réponse, elle est complexe, mais il faut penser aussi au temps des décisions.
c'est vrai, décidé en France du nucléaire sans avoir consulté la population, mais dans un contexte qui faisait qu'à l'époque... Oui, cela dit, on a décidé du charbon, du pétrole et tout, sans demander l'avis de personne. Oui. Alors aujourd'hui, pour le travail que Landra mène, effectivement, c'est quelque chose de complexe, puisque on nous reproche très souvent que la parole citoyenne n'a pas été consultée, ou en tous les cas entendue sur cette question. Simplement, pour parler des déchets radioactifs, puisque c'est quand même le sujet dans lequel je suis le plus à même de répondre, c'est à l'origine, le sujet de la gestion des déchets radioactifs a fait l'objet d'une opposition forte des gens au niveau local, ceux qui étaient concernés par les premières investigations que nous avons faites sur le terrain. Ça a conduit à un moratoire. Ce moratoire, il a conduit au vote d'une première loi. La France s'est dotée d'un outil législatif pour la question de la gestion des déchets radioactifs. Ça a fait ensuite l'objet de 15 années de recherche. Au bout de 15 années de recherche, un débat public. Puis derrière, une nouvelle loi qui dit qu'il y aura un autre débat public qui a eu lieu en 2013 et encore une nouvelle loi. Alors la question que ça pose, donc c'est, on peut conduire une politique qui vise à associer le public, c'est maintenant comment s'articule la démocratie représentative et la démocratie participative, ou même d'autres parlent de démocratie collaborative, et effectivement là on a sans doute encore des progrès à faire, mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans un système et que c'est toujours in fine la démocratie représentative qui va statuer, puisque c'est à elle qu'il revient de décider. Il y a, dans cette logique de participation des citoyens, il y a aussi la question de la prise de décision. On peut débattre sans fin. On peut se questionner sans jamais avoir fini, sans trouver de solution. Il faut bien à un moment donné avancer. Oui, mais on voit bien sur d'autres sujets d'urbanisme, par exemple, ça n'avance jamais, parce que justement on fait des enquêtes publiques à n'en pas finir, et puis finalement on décide jamais rien. On peut ne jamais rien décider, mais dans certains cas, ça peut être problématique. Dans le cas des déchets radioactifs, si on ne décide rien, ça veut dire qu'on lègue à la génération suivante les déchets radioactifs sans avoir apporté de solution. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. C'était passionnant. Et puis bonne continuation cet après-midi ici à Fontevraud. Merci, avec plaisir. À tout de suite.